Alors, nous avons un petit cadeau de Noël pour finir cette saison 2024. J'ai dit petit, mais en fait, il mesure 1,96 m, ou 17, pardon. Et oui, comme vous savez, nos chers écouteurs, on adore les deuxièmes lignes ici à Pacte Pote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Julien Pierre. Bonjour, Julien. Bonjour Thierry. Écoute, ça fait vraiment un plaisir. Moi, je voulais parler un peu de passé aujourd'hui, de ton carrière en tant que rugbyman, mais aussi beaucoup de ton présent, parce que tu es fondateur de Fair Play for Planet, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais pour toi, maintenant que tu es, on va dire, 5 ou 6 ans après ta retraite sportive, tu te sens toujours proche au rugby en général? Euh, euh, ouais, comme tu dis, il y a 5 ou 6 ans, je crois que ça va bientôt faire, enfin, ça fera 7 ans à la fin de la saison. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu dis, ouais, ça fait 1 an que j'ai arrêté, puis ça fait 2 ans. Puis un jour, on se dit, bah, en fait, ça fait 5 ou 6 ans que t'as arrêté déjà. Ah oui. Donc, ma réponse va être mitigée, oui et non. Oui, parce que évidemment, j'aime toujours aller au stade, j'aime toujours regarder les matchs, j'aime toujours partager ces moments-là. Et puis tellement loin du rugby, je me dis que comment j'ai fait pour aller sur un terrain il y a quelques années. Alors, même si même j'ai l'impression que le rugby a déjà changé pas mal hein, en 5 6 ans, mais ouais, donc oui, oui, oui et non. Voilà. Ouais, ouais, j'imagine que tu as beaucoup moins de bleu quand même. Ouais, on a moins mal partout le lundi matin, ouais, c'est marrant, c'est quand même agréable. Oui, je peux comprendre. Écoute, dans mes préparations, il y a quelque chose qui m'a étonné. Et parfois, en fait, c'est marrant de trouver un lien entre quelqu'un que j'interviewe et moi-même. Donc, j'ai compris que tu as grandi dans un zoo ou un côté d'un zoo, c'est bien ça, à côté de La Rochelle? Ouais, c'est ça. Ok, c'est marrant parce que, bon, j'ai pas grandi dans un zoo, mais j'avais des parents assez hippies, en fait, dans les années 80. Mes parents, j'habitais genre 5 6 ans sans électricité aux États-Unis. Donc, je me demandais, est-ce que c'était la même situation? Est-ce que tes parents étaient un peu hippies aussi, ou est-ce que c'était autre chose? Non, mes parents étaient pas hippies, mais bon, avant de vivre dans ce zoo que mon grand-père avait racheté, enfin mon grand-père a créé un premier parc animalier, puis elle a racheté un au Sable d'Olonne. C'est là-bas que j'ai grandi, mais je suis né en Aveyron. Et on n'avait pas la télé, je suis pas sûr qu'on avait l'électricité tout le temps, mais même, de toute façon même aux zoo on n'avait pas la télé, donc on avait d'autres choses pour s'occuper. Et oui, j'ai grandi dans ce zoo, donc je sais pas s'il y a le côté hippie, mais le côté mougli, c'est sûr. Et c'est quoi alors le souvenir qui te garde de ce moment-là, en fait, aujourd'hui, parce que c'est, oui, pour moi, en fait, je reviens, j'étais entre les âges de 5 et 10 ans pour moi, et je garde quand même une belle souvenir. C'est pour ça que je suis dans les montagnes, c'est pour ça que je suis dans le Doubs maintenant, dans le verdure. Après 45 ans, je disais, bah, il faut que je me rapproche, en fait, par rapport à ça. Est-ce que c'était un peu la même pour toi? Oui, c'est vrai que j'ai cet attachement. Alors, je dis oui, en même temps, je regarde les toits de Paris là, donc je suis un peu loin de la verdure, mais euh, oui, je crois que j'ai toujours eu ce lien avec la nature. J'ai toujours eu envie de verdure, c'est certain. Et je me suis toujours plu dans cet univers-là. Et c'est vrai que quand je suis dans la nature ou même dans les parcs animaliers, je me sens bien, profondément bien. Je sais pas comment dire. Je trouve il y a quelque chose de fort et oui, c'est sûr, c'est quelque chose, c'est des sujets qui enfin, c'est, ça me parle forcément. J'ai grandi dans cet univers-là. J'ai grandi à travers d'animaux sauvages, j'avais un jardin, j'ai eu la chance d'avoir un jardin qui faisait plusieurs hectares avec des animaux sauvages, où on était en liberté, nous, dedans, avec ma sœur Caroline et tous nos amis qui passaient, évidemment, tous les mercredis et tous les week-ends chez nous, Excellent. forcément. Et non, mais voilà, on a des souvenirs, pas des souvenirs à vie, quoi. Forcément, ouais. On a des amis d'enfance. Moi, j'ai des amis d'enfance. On les a connus, on avait 3 4 ans. Et on a des souvenirs dans ce parc où on faisait les 400 coups. Et je pense qu'on vivait un petit peu comme des mouglis, ouais, c'est sûr. Parce Ouais. qu'on devait partir le matin et rentrer le soir et passer le matin, vite manger quand même parce qu'on avait faim. Mais voilà, on passait la journée dans le parc, quoi. Ouais, c'est incroyable. J'imagine que les anniversaires en primaire, ça devait être la folie. Ah bah, c'est pas vieux. Je pense qu'il y a des potes qui ont passé, des amis d'enfance qui ont passé leur enfance au zoo avec nous, hein. Ouais, C'est ouais. sûr. Et pourquoi alors t'es pas resté? Donc j'entends cette idée de verdure et par rapport au terrain, on peut dire, mais pourquoi alors est-ce que tu n'avais pas envie de rester dans ce milieu-là? Que c'était quoi l'appel de rugby en fait? L'appel du rugby, ça a été, c'était un deuxième ligne anglais qui m'a mis au rugby, à John Rawls.
qui jouait au Sable d'Olonne, qui avait emmené, qui avait dit à mes parents, tiens, il est grand, je vais l'emmener au rugby. Et je crois que le jour où il m'a emmené, j'ai été piqué par le rugby et j'ai aimé ce sport. Enfin, j'aime ce sport, le combat collectif qu'il y a derrière, l'abnégation qu'il y a pour les autres, le travail de l'ombre aussi qui peut y avoir dans le rugby. Et non, j'ai aimé ce sport véritablement. Je crois que il m'a beaucoup apporté. Et après, pourquoi je suis pas resté je suis resté un petit peu quand même dans ce sujet, dans ces milieux-là, notamment de la conservation des espèces menacées, parce que j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées. Donc je suis resté à ma manière dans ce milieu-là. Maintenant, c'est ma famille qui tient toujours les parcs, mais je suis pas dedans. Ok, mais donc tu as toujours la famille attachée, c'est chouette. Toujours. C'est mon oncle et après, maintenant c'est mon cousin, Ah, donc voilà. génial. Donc ça reste dans la famille. C'est ça. Donc en fait, donc, il y avait ce choix, peut-être, je sais pas, en fait, est-ce qu'il y avait un choix finalement, bah, tiens, je vais aller à l'université ou je vais faire carrière en rugby. Est-ce que c'était un choix, on va dire, facile ou c'était un choix qui est venu comme ça ou est-ce qu'il y avait des décisions difficiles à prendre? Alors le choix, il s'écarte encore un petit peu des parcs animaliers et autres. C'est que quand j'étais jeune, je voulais faire cuisinier. Ah ouais. J'adore ça, j'adore cuisiner. Et on va visiter une école hôtelière. Et sur le parking, je prends une décision que je ne vais pas faire cette école hôtelière. Parce que si jamais je fais cette école hôtelière, en fait, je peux plus jouer au rugby. Ah. J'avais 14-15 ans, hein. Le rugby était pas pro, rien du tout, mais j'avais pas envie et du coup, voilà. Bon, bah, le choix a été fait ce jour-là, je crois. C'est marrant les hasards de la vie comme ça. Et Ouais, c'est ça. en fait, après ça, En plus, on s'en souvient un jour. ensuite, tu as passé à La Rochelle, mais en fait, c'est pas La Rochelle qu'on connaît aujourd'hui, la puissance, le powerhouse qu'on connaît. Est-ce que tu peux décrire rapidement l'ambiance de ce club en ce moment-là? Bah, déjà, moi, j'arrivais des Sables-d'Olonne, hein. En Vendée, le rugby, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup actuellement, et il y en avait encore moins avant. Moi, quand on me parlait de Bordeaux, de Toulouse, de Castres, euh, c'était inimaginable. Enfin, je crois que j'y pensais pas du tout. Et en fait, quand je suis arrivé à La Rochelle, je me suis rendu compte qu'il y avait une ville qui vivait rugby. Parce que même si La Rochelle, comme tu dis, il y avait pas, c'était pas La Rochelle aujourd'hui, il y avait déjà un club qui était à une énorme ferveur des supporters. Vraiment un vrai amour pour le club. Et ça, j'ai découvert ça là-bas, à La Rochelle. Et donc j'ai découvert ce club-là qui était top 16 puis qui descend très vite en Pro D2. Et donc voilà, mais j'étais jeune à l'époque, je commençais à apprendre mon métier petit à petit. Et donc c'est marrant parce que quand tu parles, tu as un énorme sourire. Je suis pas sûr que c'est des écouteurs vont l'entendre, mais ça veut dire que c'est un bon souvenir pour toi, ce moment passé à La Rochelle. Ouais, mais tu vas me voir un grand sourire tout le temps parce que j'ai passé des bons moments partout et j'ai eu la chance de jouer au rugby. Non, mais c'est vrai, enfin, j'ai eu cette chance-là de jouer au rugby pour presque 20 ans, de, d'avoir ce sport, de l'avoir vu évoluer pendant 20 ans. Et donc, ouais, c'est que des bons souvenirs, évidemment. Et en plus, j'ai l'impression que tu as passé sur des équipes vraiment puissantes. Parce qu'après, tu es passé à Bourgoin-Joyeux. Il y avait un moment où c'était 46 victoires à la maison, ce qui, quand même, quoi, 4-5 ans, il me semble. C'est assez incroyable. Ouais, à Bourgoin, ouais, il y avait une équipe costaud, ouais, c'est sûr. Ouais. Et pareil, un autre univers, un monde que je connaissais pas, un paysage que je connaissais pas, Froid. euh, un rugby que je connaissais pas, où il faisait froid, les montagnes. Moi qui ai vécu presque toute ma vie au bord de l'océan Atlantique. Ouais, c'était un nouvel apprentissage, mais aussi des gens puissants, forts, des gens qui sont attachés à leur club, qui sont attachés à leur territoire, qui sont fiers. On en parlait, je sais plus quand le jour, les Bergériens, ils te donnent pas comme ça, tout de suite. Tu fais pas tout de suite, tu fais pas partie de la Bergerie comme ça. Ouais, je sais plus avec qui on en parlait l'autre jour. Justement, on parlait de ça. Tu pouvais t'asseoir à une table, il y avait quatre Bergériens. Tu étais dans leur même équipe, les mecs te parlaient pas pendant tout le repas. Mais pas parce qu'ils t'acceptaient pas, c'est parce que ils n'avaient pas l'habitude de ça. Et c'était comme ça. Il fallait du temps Il y pour avait- entrer.
Ouais, il y avait du temps pour rentrer, quoi. Mais je crois que c'est un peu l'esprit aussi montagnard, quelque part, qui est un peu proche de là-bas. Donc, il fallait un peu de temps pour rentrer, pour montrer ses preuves. Et encore une fois, c'était pas du... C'était comme ça, c'est tout. C'était en fait au niveau des deuxièmes lignes, c'était impressionnant à l'époque parce qu'il y avait Papé aussi, toi, il me semble que Nalé, il me semble que aussi Chabal, bah, il était plutôt troisième, il me semble. Mais c'était quand même impressionnant à ce moment-là. Ouais, bah, il y avait une équipe, il y avait une équipe costaud, là. Tu as parlé des deuxième lignes, les premières lignes avec Olivier Millou, Pascal Perron, Benoît Cabello, Julien Frier, Julien Bonner qui arrivait aussi. Ouais, il y avait, et puis Rachki, la figure emblématique du CSBJ aussi. Donc, ouais, il y avait une équipe assez costaud. Ouais. En fait, autour de ce moment-là, ta dernière année de Bourgoin, en fait, tu commences à t'appeler, ou peut-être c'était avant, tu peux me dire aussi, par l'équipe de France. Mais il me semble que tu as déjà 26 ou 27 ans. Est-ce que tu étais un peu surpris, parce que tu es un peu au milieu de carrière, on va dire, à ce moment-là. Est-ce que tu étais un peu surpris qu'il t'appelle à ce moment-là, ou tu pensais, ah, bah, finalement, il m'appelle? Euh, Moi, j'ai jamais fait de sélection jeune, où j'avais fait une fois une sélection jeune, j'avais pas forcément l'équipe de France. Pour moi, c'était loin encore une fois, même si j'avais dans le coin de ma tête que je porterais au moins une fois je porterais au moins une fois le maillot de l'équipe de France. Non, après, il y a eu cette première tournée en 2007, juste avant la Coupe du Monde. Et c'était évidemment une grande fierté de pouvoir porter le maillot bleu, même si c'était une tournée spéciale, même s'il y avait plein de choses qui faisaient que cette tournée était un peu particulière, mais une envie tout de suite d'y retourner très très vite. Et je pense que le fait bah, d'être parti ensuite à Clermont-Ferrand faisait partie justement du fait que j'avais envie de passer ce cap et d'aller plus loin, quoi. Ouais, je suis toujours curieux par ça. Bon, il y a parfois des personnes, parce qu'il me semble que tu es parti on va dire, tournoi d'été. Ta premier match, c'est contre Nouvelle-Zélande, c'est bien ça? Mm. Ça devrait être la fierté totale, quand même. Ouais, oui, bah, une grande fierté juste d'enfiler le maillot bleu, d'enfiler le maillot bleu, de chanter la Marseillaise, euh, et de jouer contre les Blacks. De jouer contre les Blacks, deux matchs, je crois que j'ai dû faire les deux matchs titulaires en entier. Ouais, une grande fierté, même si, encore une fois, cette tournée était un peu bizarre parce qu'il y avait des jeunes, des anciens. Ah oui, ok. C'était un peu avant la Coupe du Monde de rugby, avant la Coupe du Monde en 2007 en France, donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient pas sélectionnés, elle était un peu particulière cette tournée, mais bon, c'était chouette d'avoir vécu ça. Et pour toi, en fait, finalement, c'est une espèce de tremplin, pardon, si je comprends bien. C'est qu'en fait, tu as goûté à ce maillot bleu et tu avais dit, ben, j'ai envie de plus de ça, j'ai l'impression. Et est-ce que ça t'a mobilisé un peu dans ta carrière après? Est-ce que ça t'a redonné un peu de joue? Oui, 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 clairement, clairement. Mais de toute façon, j'avais envie de passer une étape. J'avais envie d'aller plus loin. J'avais besoin de me challenger encore un peu et de voir ce que je pouvais faire. Alors, le fait est que Bourgoin à l'époque perdait un petit peu de sa vitesse. Pas mal de joueurs étaient partis déjà. Et donc, envie d'aller plus loin. Et puis Clermont arrivait. Clermont était en train de monter en puissance véritablement. Et puis Julien Bonner était parti à Clermont un an avant, il m'avait dit bah, tu me rejoins l'année prochaine, bah, j'étais un peu obligé quoi. Quand ton pote te dit ça, tu te dis, tu t'exécutes quoi, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc voilà, et puis donc ouais, un vrai gap cette fois. Ouais, et donc là, c'est finaliste 2009 et finalement le bouclier en 2010. Clairement, c'était vraiment une époque superbe aussi. En fait, tu as vécu ce moment avec Bourgoin, avec, comme tu disais, des montagnards qui ne perdaient pas à la maison. Après, tu passes à Clermont où, en fait, finalement, on gagne ce bouclier après tant d'années de défaite. Et après, tu es dans l'équipe de France pendant, en fait, vraiment un âge doré, si on peut le dire. On vit un âge doré, je trouve, en ce moment par rapport à cette équipe de France d'aujourd'hui. Mais en fait, en 2010 aussi, il y avait quand même le Grand Chelem. C'est un sacré chemin avec toutes ces équipes. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont ensemble, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois équipes-là, Ah, il y avait des joueurs talentueux hein, à chaque poste. déjà.
déjà, déjà. Il y avait pas mal de leaders aussi, et des grands leaders chacun des postes qui étaient capables de vraiment donner un cap aux équipes et de les amener justement vers la victoire. Euh, et puis une envie de gagner, tout simplement, je crois aussi. Je me demande par rapport à cette leadership, en fait, qu'est-ce que tu gardes en fait pour toi parce que maintenant tu es patron aussi, un patron dans l'entreprise, on va en parler plus tard. Mais est-ce qu'il y a des éléments que tu dis, par exemple, je me demande Thierry Dussautoir, qu'est-ce que c'est comme leader en fait quand tu es dans le vestiaire avec lui, quand tu es dans la Coupe de Monde avec lui, quand tu vas au final avec lui? Qu'est-ce qu'il a, lui, en tant que leader, que tu as t'as pu trouver et peut-être mettre dans ta poche aussi? Bah, lui c'est un vrai leader par l'exemple, voilà, qui parle pas beaucoup, qu'on aime aussi dans le rugby justement, des leaders d'exemple. Euh, non, mais il y a différentes, c'est vrai qu'il y a différentes formes de leaders. On est tous, puis on évolue tous aussi, suivant nos leadership, et aussi évoluer nos discours de leader. Et c'est vrai que moi j'ai aimé ce rôle de leader, j'ai aimé être entouré de leaders, parce que je pense que j'ai appris des Thierry Sautoir ou d'autres. Tu parlais de la Coupe du Monde, on en parlait de la Coupe du Monde tout à l'heure, mais et je crois qu'il y avait pas mal de leaders aussi en 2011 dans cette équipe qui nous a nourris aussi, qui nous a permis d'aller bien plus loin. Moi, j'ai aimé ce rôle de leader et j'aime ce rôle de leader aussi aujourd'hui. Chacun a sa façon d'amener les choses. Ouais. Ouais. Et est-ce que, donc toi, tu disais que Thierry Dussautoir, c'est un leadership on va dire, dans l'action. Et toi, maintenant, dans ton quotidien, comment est-ce que toi, parce qu'on peut plus juste être, allez les gars, on y va, on va les botter les fesses, ça marche pas dans le monde de l'entreprise. Comment tu l'as traduit aujourd'hui? Non, mais c'est vraiment ce que tu dis là, c'est que quand mon dernier club à Pau, où j'ai été capitaine pendant les 3 dernières années où j'ai joué, euh, en fait, un jour, je fais un discours justement avant un match où on va botter les fesses, où je sais pas ce que je dis, bref, et je parle de valeurs, d'histoire du club et autres et autres. Et en fait, je me rends compte qu'en face de moi, les jeunes ne comprennent pas ce que je dis, mais pas méchamment. C'est qu'en fait, ils sont plus dans cette image-là. Et en fait, je fais mon discours, et en fait, je me rends compte que je patauge, quoi. Hein, Enfin, ça prend pas, quoi, vraiment, quoi. Et en fait, le week-end d'après, je parle de KPIs, de performance individuelle qui doit servir le collectif, ou de choses comme ça. Et là, tout de suite, je vois quelque chose de différent. Alors, est-ce que c'est moi qui étais plus dedans ou pas, je sais pas. Mais clairement, il y a eu aussi ce changement où je pense qu'on ce changement aussi dans le discours, dans le rugby, oui, où on parle de valeur, on va botter les fesses ou je sais pas quoi, ou à la fin on parle de performance individuelle, de KPIs, de performance individuelle qui sert le collectif, etc., etc. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi un peu ça maintenant, dans lequel je vis aujourd'hui. C'est comment on bosse les uns pour les autres, justement, pour servir la cause commune, quelque part. Et oui, en effet, il faut adapter son discours et c'est pas toujours évident. c'est marrant parce que moi, je suis grand fan des stats. Je pense que c'est mon côté américain, etc. Donc, je parle toujours, il faut plus de stats dans le rugby. Et le vieux école de rugby dit non, non, mais c'est pas les stats qui sont importants, mais des assist pass, mais ça vient d'où, etc. Mais en fait, juste moi, personnellement, dans mon envie, j'ai besoin, mais aussi dans le monde d'entreprise aussi, j'aime bien l'idée de, c'était quoi les ventes de l'année dernière ou le chiffre d'affaires, etc. D'année à année, est-ce qu'on a vu évoluer, etc. On est très, on va dire, chiffres aux États-Unis, je trouve. En fait, par rapport à ça, tu parlais de Pau. Est-ce que tu avais déjà cette idée en tête de RSE et on va dire ce côté vert? Est-ce que c'était déjà dans ton esprit et c'est pour ça que tu as choisi Pau ou est-ce que c'était plutôt sportif? C'était plus un choix sportif. J'arrivais à la fin à Clermont, j'avais fait 7 8 ans. J'avais encore un an de contrat, je crois, ou je sais pas quoi. Je me sentais que j'avais encore 2 ans dans les pattes. Bon, bref, et Pau est arrivé à ce moment-là, un nouveau challenge qui était un club qui était passé longtemps, nombreuses années en Pro deux. Et donc, je savais que j'allais pouvoir avoir un rôle différent et je savais que j'avais justement pouvoir avoir ce rôle un peu de leadership dans le vestiaire, ça me plaisait, parce que j'avais envie aussi. Je savais que c'était ça aussi qui pourrait me rebooster pour les dernières années.
Et puis oui, la reconversion, évidemment, arrivait très vite. Le fait que le club soit à jour vert, ça avait rien à voir. Je n'ai pas pensé au départ. Mais en tout cas, c'est clair que j'avais cet engagement-là. J'ai créé, comme je disais, j'ai créé cette fondation. J'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement il y a déjà de nombreuses années, dont je suis toujours président, qui était mon jardin secret aussi quand je jouais. Et quand j'ai arrêté de jouer, justement, j'ai voulu lier sport, environnement, sport, éco-responsabilité. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit l'idée de créer un label pour le monde du sport. Ouais. À l'époque, il me semble que c'était il y a 5-6 ans quand tu as démarré, c'était assez nouveau en fait d'avoir on va dire une personne qui s'occupe de la RSE pour une équipe. Je sais que Nina Corson, un an ou 2 ans plus tard, elle a fait le même rôle mais pour Stade français. Quelles sont un peu des actions que tu as mis en place que peut-être aujourd'hui on va dire, ah bah oui, bien sûr, on sait parce qu'on l'a fait depuis 2-3 ans, mais est-ce qu'il y a quelles sont des actions que tu as déjà mis en place à Pau à l'époque? Bah, déjà, à l'époque, ce que j'avais dit au président, j'avais dit, oh, écoute, on joue en vert, on est sponsorisé par un groupe pétrolier, qu'on connaît tous. Euh, on n'a qu'à devenir le club le plus vert. Ah, Il m'a dit, bah, et, euh, et en fait, la première action, c'était de recenser tout ce qu'on faisait. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à présenter ça en bureau, tout le monde m'a dit, mais Julien, on ne fait rien. Et en fait, j'ai fait un état des lieux de tout ce qui était fait dans les différents services, les différents bureaux. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites choses qui étaient mises en place. Que si on les mettait toutes à bout et qu'on les faisait toutes, déjà, on pourrait faire des économies et réduire notre empreinte. Des exemples tout bêtes, mais sur tout ce qui était imprimante, limiter le nombre d'impressions ou avoir un bac de brouillon. Quand on faisait des impressions en trop et que bah, chacun, au lieu de prendre une feuille blanche, fallait prendre des brouillons. Et ça, la compta m'avait vite remercié. Elle m'a dit, mais nous, on a fait des... Non, mais oui, on a fait des économies. Qu'est-ce qu'on avait mis en place? Les éco-cups. On avait évité de renouveler tous les ans ou 3 fois par an, comme c'était la mode. On avait signé un partenariat avec une application de covoiturage aussi, qui était basée sur Pau. On avait calculer le nombre de déchets, le nombre de kilos de déchets générés pour la préparation d'un match et le jour d'un match, et également quantifier le tri ou pas, s'il était bien fait ou pas. Voilà, des petits exemples. et c'est intéressant parce que tu parles aussi, ben, en fait, on peut avoir un meilleur impact sur la planète, mais aussi il y a le côté portefeuille. Et ça, je pense que ça parle sur des entreprises. Et ça, c'est une question qui, je trouve, difficile, je trouve, dans ce monde d'entreprise. C'est de dire, oui, OK, c'est important de réagir pour la planète, mais en fait, peut-être la première question, c'est, oui, OK, mais est-ce que ça va me coûter aussi? Euh, Combien ça va coûter de rien faire? oui, C'est peut-être la question première qu'il faut se poser. C'est combien ça va coûter de rien faire, continuer à cramer du carbone comme ça, et puis voilà. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. Ça coûte, oui, mais en même temps, au final, il y a des économies à faire sur pas mal de choses. Du bon sens, pas mal de bon sens souvent. ouais. Donc, suite à tes expériences à Pau, et en fait, tu avais parlé de ton jardin secret, si je comprends bien, c'est Play for Nature que tu avais écrit avant. Donc, comment est-ce que tu t'es lancé dans le Fair Play for Planet, en fait? Donc, tu parlais est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter rapidement qu'est-ce que c'est? J'ai fait un peu de recherche et en fait, je suis curieux par rapport aux clubs qui engagent, de comment et de pourquoi ils engagent et quels sont des éléments qu'ils vont mettre en place pour avoir cette labellisation. Bah, déjà, parti d'un constat en fait qu'il n'existait pas de label ou de certification spécifique au monde du sport. Il existe différentes chartes, différentes labels pour différents sports, différents niveaux, mais pas un outil universel pour le monde du sport qui permet d'identifier, structurer et valoriser l'ensemble des actions éco-responsables qui sont menées au sein de ces structures sportives. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir parler aux clubs amateurs, aux clubs professionnels, aux événements sportifs de toute taille, mais aussi aux établissements sportifs. En gros, on travaille du club de ski de Chamonix jusqu'à l'Olympique Lyonnais, en passant par des clubs de basket, de hand, féminin, masculin, des clubs de hockey sur glace, des événements sportifs, de la course au large jusqu'à des tournois de basket ou autres, et tout type d'établissements sportifs, piscine, arena, hippodrome, patinoire. Voilà. Et donc, c'est vraiment d'avoir un outil commun pour toutes ces structures. Donc comment on fonctionne? On a créé un référentiel avec l'ADEME
18 thèmes, 350 critères. Alors tous les critères ne sont pas appliqués ou applicables, ne sont pas euh, tous sont quantifiables ou évidemment, mais tous sont pas appliqués ou applicables. 18 thèmes, donc le transport, l'alimentation, les déchets, la gestion numérique, mais aussi des sujets sociaux, sociétaux. Mais c'est vrai qu'on attaque la RSE du côté environnement, donc 75% de notre référentiel, c'est la partie environnement et une partie sociale sociétale qui représente 25%. Donc un référentiel très opérationnel. Tu l'as dit au début, très peu de personnes étaient sur ces structures sportives ont à leur charge justement ces sujets RSE, donc un référentiel très opérationnel sous forme de questionnaire. Une fois que la structure s'engage à nos côtés, ils ont accès au référentiel, ils remplissent l'ensemble de ce référentiel, ils nous fournissent un maximum de preuves. Une fois qu'on a toutes les données, nous on analyse, on vient sur site, Ok. euh, vérifier ce qui a pu être déclaré. Et de cette journée sur site, de ce diagnostic, de cet audit, on attribue ou non au label, suivant la note obtenue. Donc, chaque thème est coefficienté. Donc, c'est une note qu'on ramène sur 100. 40 sur 100, on a le premier niveau de label. Et après, c'est des paliers de 20 à 20. 40, 60, 80 pour avoir une, deux, trois étoiles. Mais au-delà de la labellisation, c'est pas, pour nous, c'est un sujet de communication, justement, de pouvoir embarquer ces différentes parties prenantes dans ces sujets d'éco-responsabilité. Mais au-delà de ça, c'est d'engager véritablement ces structures dans une démarche de progrès. Et donc, différents services qu'on peut associer à cette labellisation pure avec une veille normative, tout un catalogue de solutions sur lequel les structures, justement, peuvent piocher en se disant, bah, Fair Play for Planet nous dit de supprimer le plastique et l'usage unique pour réduire notre empreinte environnementale, mais aussi pour gagner des points dans le label. Mais ils nous le disent, mais en fait, en réalité, la loi nous l'oblige. Mhm. Euh, et puis, du coup, Fair Play a référencé une boîte qui fait des gourdes recyclées, recyclables en aluminium. Tiens, ça peut être une idée pour nous. On travaille ou pas avec eux. Nous personnellement, ça ne nous regarde pas. Si la boîte travaille, la structure travaille avec eux. Mais l'idée, c'est de fournir justement euh, ces outils à ces structures sportives. Et je suis curieux par rapport à donc comme tu as mentionné, il y a plein de sports différents. Il y a des tournois, il y a du basket, du hand, du hockey sur glace. J'ai vu aussi, ou à patinoire peut-être. En fait, est-ce que c'est eux qui vont venir plutôt vers toi ou est-ce que tu as besoin d'aller taper sur les portes pour dire Eh oh, venez avec nous? Au départ, on a été très surpris par le nombre d'appels entrants, en Mhm. fait. Euh, on a été extrêmement surpris du nombre de structures qui ont fait appel à nous. Aujourd'hui, c'est un peu les deux. On commence à être un peu reconnu. Les structures sportives voient une vraie plus-value. Nous, on a des données aujourd'hui sur justement le retour sur investissement. On parle d'entreprise. On dit que ça coûte, mais nous, le nombre de structures sportives qui nous disent, ben, en fait, le fait de s'être engagé dans une démarche de labellisation, dans une démarche RSE, en fait, on a des bénévoles qui sont venus taper à notre porte. On parle de crise de bénévolat, mais en fait, nous, toutes les structures avec qui on travaille trouvent des bénévoles sur ces sujets-là. Et quand on est bénévole dans un club ou sur un événement, ben, sur ces sujets-là, on va forcément un peu plus loin. Euh, Oui, c'est sûr. donc voilà, on a aussi des partenaires aujourd'hui qui disent, ben, nous, on va continuer à sponsoriser le sport, mais uniquement un sport qui sera certifié par un tiers Ah, d'engagement. Et c'est l'exemple type de la Ligue Magnus, de la Ligue de hockey sur glace. Synerglace, le partenaire naming de la Ligue Magnus, a dit, ben, moi, je continue à mettre mon naming sur cette ligue. Par contre, je veux que tous les clubs s'engagent dans une démarche de réhabilitation. Euh, et aujourd'hui, on est en discussion avec beaucoup de partenaires qui nous disent, ben, en fait, on va passer comme ça. c'est génial. Ouais, pour nous, c'est bien. Non, mais de toute façon, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Enfin, ça ne veut pas être autrement. Aujourd'hui, les grandes marques qui investissent dans le sport, qui vont sponsoriser X milliers de clubs ou X événements par an, si demain on est capable de leur dire, ben, le sport que vous sponsorisez est labellisé, on leur donne des données justement pour leur rapport extra-financier, pour leurs engagements RSE, etc., etc. Donc, on vient de donner une solution aussi à ces grands groupes.
C'est marrant parce que j'ai fait un Masters RH il y a 5 ans et en fait là-dedans j'avais un cours sur RSE et je disais zut, j'aurais dû faire un Masters RSE parce que en fait c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais je trouve que moi-même depuis 1 an et demi environ je fais un peu de recherche dans cette zone-là, j'y vais personnellement, moi je suis formateur de métier et donc en fait j'ai assisté à la climat fresque, je dis ah ouais c'est super intéressant donc j'ai commencé d'être depuis très peu j'ai fait fresqueur, donc j'ai fait de formation formateur pour faire ça. Et après, j'ai fait l'atelier d'automne, donc je suis aussi, je cherche des opportunités, tu vois, pour en fait, donner cette formation-là. Mais en même temps, c'est intéressant parce que il y a une question de où démarrer. Je trouve que, tu vois, il y a pas mal autour de moi, dans la montagne, etc., dans ce côté vert, il y a pas mal de personnes autour qui ont dit, mais qu'est-ce que, tu disais par rapport à cette bénévolat, parfois c'est une quête de sens ou une quête de appartenir. Et pour l'instant, toutes mes actions sont de bénévolat. Pardon, c'est une longue façon pour dire en fait cette changement de carrière aussi. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui disent mais comment est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire et c'est pas si simple. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait ce que tu es en train de faire pour des clubs, c'est de dire ok voici des façons que vous pouvez concrètement faire des actions pour aller dans le bon sens. Oui, oui, et puis de toute façon, ben, la demande va que s'accentuer pour, Je suis enfin, convaincu. la demande va que s'accentuer. Quand je vois des clubs qui sont encore frileux justement de pas pouvoir communiquer ces sujets-là, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que les collectivités, à travers les subventions qui sont de plus en plus éco-conditionnalisées, qui disparaissent ou qui vont être justement sujetties à un engagement social, RSE, décarbonation ou autre, c'est une obligation. On voit même des supports, des études qui montrent que les supporters sont prêts à boycotter des événements qui prennent pas en compte les sujets d'éco-responsabilité. Alors, il faut mettre un bémol à ça parce qu'évidemment, une fois que le sport prend le dessus, ça diminue, mais ces études existent. Des partenaires qui commencent à vouloir mettre justement des certifications entre eux et le sport qui sponsorise. C'est en train d'arriver, et ça arrive, et je pense que les clubs n'ont pas encore conscience de ça, mais ça arrive très fort. Les médias aussi, enfin tout, c'est un rouleau qui est parti et qui va pas s'arrêter, quoi. Donc oui, le sport est déjà très engagé sur tous ces sujets-là, mais il a besoin de le structurer, il a besoin de le valoriser maintenant. On peut pas dire que le sport est pas engagé sur les sujets sociétaux, c'est pas vrai, parce que n'importe quel club au fin fond de n'importe quelle région de France qui donne, qui fait faire du sport déjà, hein, à des gamins qui réunit des bénévoles, qui fait passer des diplômes à des éducateurs, qui donne des goûters à des gamins, qui fait faire des devoirs à des gamins, qui travaillent sur la mixité, ils remplissent plein de choses déjà, plein de critères. Et souvent, c'est même le dernier acteur du territoire. Où on a toutes les catégories socio-professionnelles qui se mélangent, qui sont là autour du stade, autour d'une salle, etc., etc. Mais maintenant, on est dans un monde où, tu t'en as parlé tout à l'heure, il faut mesurer, il faut des chiffres, il faut de l'objectivité. Donc voilà, il faut aller plus loin. J'ai l'impression que tu chômes pas en ce moment, pour être honnête. J'ai l'impression que pendant des JO, il y avait des éléments aussi sur Fair Play, tu étais actif. Tu es allé à Colombie pour le COP 16 aussi. C'est quand même incroyable. Donc, on va dire Fair Play pour la planète, ça prend aussi un goût international en ce moment. Ouais, bah c'est l'objectif. Après, il y a encore du boulot. Non, on chôme pas. Non, on travaille. On essaie de travailler. On essaie de travailler bien. Mais je sais pas si on y arrive. Mais non, on chôme pas. Mais on voit surtout il y a un accélérateur. On est en train d'essayer des trucs qui sont vraiment marrants. En ce moment, on a des projets qui sont dans les tuyaux qui peuvent vraiment être marrants. Et je sais que Fairplay, si on suit bien la trajectoire et les objectifs qu'on a, d'ici un an et demi, on n'aura pas la même tête. On aura un peu grandi et tant mieux. Euh, mais bon, je suis encore très prudent sur tous ces sujets-là. Mais en tout cas, non, non, mais on bosse, on s'éclate, c'est le plus important déjà. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. J'essaie que l'équipe avec moi s'éclate aussi. Clairement, on est en train de passer des cas petit à petit. Et voilà. Tu trouves toujours un peu ou peut-être beaucoup de réticence, je sais pas, des climato-sceptiques ou des grands des grandes, on va dire, villes ou des grandes structures où tu n'arrives pas à le faire bouger, où ça freine, ça freine, ça freine? Il y a toujours des excuses, hein. Ouais.
C'est pas le moment, c'est pas le timing, c'est pas ceci, c'est pas de budget, c'est pas ceci, c'est pas, on n'a pas le personnel, on n'a pas... Mais au final, maintenant, tout le monde sait qu'en de toute façon, on va devoir y aller. Enfin, non, il y a plus vraiment de réticence. Au contraire, moi, je trouve que en 4 ans, au moment où c'est lancé, il y a 4 ans pile avec Fairplay, il y avait de la curiosité. Il y a un an, c'était bon, Julien, je pense qu'on va le faire. Moi, ce que je vois depuis le début septembre, c'est on le fait. D'accord. Euh, Voilà, depuis début septembre, on a signé la ligne Magnus, on vient de signer une collectivité pour 10 piscines, pour la visée 10 piscines, 10 patinoires, 10 centres aquatiques, pardon. On vient de signer un autre contrat en fin de semaine dernière par un gros contrat. Donc en réalité, ça va d'accélérer vraiment. Donc pour moi, il y a plus de, il y a plus de sujet, quoi. C'est intéressant parce que dans mon petite expérience, ça fait qu'un an, je suis un peu dans cette zone-là. Je trouve qu'il faut quand même garder beaucoup de positivité et beaucoup de persévérance, en fait. Parfois, on est face à certains, on va dire, comportements ou mots qui peuvent froisser. Et ça arrive, mais je trouve que bah, tu es bien lancé dans la dynamique. Et je me dis, bah, tiens, comme tu dis, bah, maintenant c'est septembre, bah, on y va. Et ok, mais en 2026, dans un an et demi, donc vraiment, c'est les portes. Ben, j'ai l'impression que tu dis, bah, ça va, en espérant, en croise les doigts, que ça va bien fonctionner par la suite. Comment tu vois la suite? Est-ce que ça va devenir international aussi pour toi? On y réfléchit. On y réfléchit, on y travaille, on commence à poser quelques jalons à droite à gauche. On sait aussi que tout ce qui est label, certification, justement, pour que ça ait une ampleur importante, il faut qu'il y ait aussi des exemples à l'étranger. On a montré, en 4 ans, on a montré que ça fonctionnait. D'accord. On a montré que ça fonctionnait sur tous les sports, tous les niveaux. Ce qui est déjà pas mal, c'était un de nos objectifs. Et on a montré qu'on était capable d'être sur tout le territoire. Là, on est en train de démontrer qu'on est capable de le faire sur une ligue pro entière. On est en train de démontrer qu'on est en train de le faire sur une collectivité. Euh, donc voilà, on a déjà un ou deux sujets à l'étranger. International, je sais pas, mais tout du moins européen, déjà dans un premier temps, ça serait déjà un premier step. Ouais. Euh, donc voilà, après nous, on s'interdit rien. C'est quand t'as porté une fois le maillot bleu, t'en as porté deux fois, et quand t'as envie de, quand t'as fait un label, t'as envie d'en mettre deux. Donc, et j'ai eu 27 sélections, j'aurais bien aimé en avoir 28. Donc, C'est marrant parce que je te trouve assez humble dans tout ça. Peut-être c'est le côté rugby parce que mon côté américain dit bah oui, on est les premiers dans le monde, on va tout cartonner. Tu vois, j'aurais envie de le dire comme ça, mais je te trouve bien humble par rapport à tout ça. Mais en même temps, je trouve la niaque que tu viens de dire, bah, j'avais 27, mais j'ai envie de 28. Donc, je trouve la niaque aussi. C'est, et je trouve peut-être c'est cette niaque que tu as besoin en fait par la suite aussi. oui, oui, bah après, c'est vrai on me l'a souvent dit, vous manquez d'ambition, mais c'est pas de l'ambition qui manque, c'est juste, moi, au rugby, on m'a appris à être humble, hein. Je crois que le rugby apprend ça. Quand on passe sa vie dans un sport comme ça, je pense qu'on est marqué pour quelques trucs. Donc, l'humilité, je pense qu'elle est importante. On sait où on va, on sait où on veut aller. On va tout faire pour y aller. Est-ce qu'on va réussir, hein, ça, on verra bien. Mais en tout cas, on va tout faire pour y aller. On va bosser dur pour y aller, c'est certain. L'ambitieux, il n'en manque pas. Maintenant. Maintenant, on sait comment ça fonctionne, hein, les aléas. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Mais clairement, on a quelque chose qui est sympa. Donc, on est en train de mettre tout en œuvre pour être les premiers, c'est certain. Tu sais, Julien, c'est marrant parce que j'étais en train, dans mes préparations, j'ai regardé tous tes anciens coachs, tu vois, et j'ai noté, bah, tu avais un Vern Cotter, Frank Azema, Simon Maddox, Marc Livrement aussi. Je me dis, c'est quelqu'un, Marc Livrement, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais il a quand même, vous étiez finaliste, etc. Un jeune Christophe aussi. Et maintenant, maintenant t'es patron, t'as une équipe, t'as une vision. Et je me dis, OK, tu étais leader sur le terrain et maintenant, est-ce que peut-être c'est un changement de posture aussi vers cette idée de coach, je coach mon équipe. Comment tu te vois, toi, dans ce rôle-là? Quels sont les aspects, en fait, tu prends du rugby
pour mettre dans ce nouveau métier? Ouais, ben, c'est sûr que mais on a encore une petite équipe, donc pour l'instant, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, mais je me suis retrouvé l'autre jour à faire un discours où j'ai l'impression d'être presque dans un terrain dans un vestiaire, quoi. Justement en disant, mais allez, on y va, quoi. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, il y a il y a des automatismes qui reviennent. Mais voilà, j'ai une chance de l'équipe qui a un bloc derrière et qui m'amène plein de choses et on est ensemble pour avancer. Donc, moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font chacun son job. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au rugby, c'est que one job, et ça, c'est important aussi. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mon équipe, c'est que chacun est responsable de ce qu'ils font et de toute façon, je peux pas leur dire comment faire, je sais pas faire, c'est eux qui savent comment. J'ai jamais su pousser en mêlée comme un pilier, j'ai jamais su péter en touche, donc ça veut de le faire, c'est pas à moi, hein. Mais t'es bien que tu mets à ce travail dans l'ombre et ce travail de capitaine aussi. Donc, bah écoute, pour les personnes qui nous écoutent, en fait, il peut aller sur ton site web parce qu'il y a un test à prendre aussi pour des organisations. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça rapidement? Oui, alors, comme je disais, on a créé notre label avec l'ADEME, pardon. Et on a développé avec l'ADEME un test gratuit en ligne, moins de 5 minutes, qui permet de mesurer un peu l'éco-responsabilité. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a une page outils. Il y a le test, mais il y a aussi des affiches à télécharger gratuitement. Il y a aussi pas mal de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des affiches, il y a des tests, il y a une fiche pédagogique qu'on a créée aussi pour les lycées. Autour du label, il y a pas mal de choses qui sont à télécharger gratuitement. Bah super. Bon. Donc merci beaucoup Julien d'être avec nous. Et écoute, en fait, j'ai parlé avec un de tes anciens coéquipiers à Pau récemment, c'est Nicolas Godignon qu'on a pu avoir sur l'émission, que lui aujourd'hui qui coach à New Orleans, donc il prend plaisir à parler anglais et tout ça et dans le Bayou. Et je disais tiens, est-ce que tu as un petit message pour Julien Pierre demain? Il a dit oui, salut, dis-lui qu'on aura bien besoin de lui. Donc si tu as envie de retourner au rugby aux États-Unis, peut-être il te garde un Non, mais espace, par une contre, place tu pour vois, les toi. États-Unis, je sais qu'ils développent la ligue justement aux États-Unis et c'est des sujets sur lesquels on peut aller regarder. Mais pas jouer au rugby, hein. Pour moi, ça. Allez, un grand plaisir. Merci d'être passé ici à Pacte Pot. Merci Thierry.